Je te propose de commencer, Roland. Bonjour à tous. Ok. On est sur un nouvel épisode donc on a le plaisir de recevoir Roland Chapurla de Lyon et qui va nous refaire un point sur la maladie de Paget qui est peut-être de plus en plus rare, mais il y a probablement des nouveautés que tu vas nous décrire, Roland, et merci de ta participation. On te laisse la parole. Merci bien. Oui, alors moi, je suis ravi de venir parler de maladie de Paget parce que, et comme tu l'as laissé entendre, il y a eu des variations épidémiologiques avec cette maladie. Alors, quand j'étais interne, je voyais 8-10 Paget par semaine en hospitalisation. Les patients venaient faire des perfusions de pavimidronate intraveineux. Et puis, au fil des années, on a vu le nombre de patients diminuer. Et à l'heure actuelle, alors que quand même je recueille beaucoup de patients d'avis et de soins tertiaires dans le quart sud-est du pays, je dois avoir 2-3 nouveaux pagettes par an, plus un certain nombre de suivis. Donc, il s'est passé quelque chose et on va voir ce que ça donne en physiopathologie et puis les conséquences pratiques que ça a, parce que c'est quand même une maladie qui reste à connaître, notamment parce qu'il y a un traitement très efficace et très simple à utiliser. Donc, les liens d'intérêt. Et donc, je vais démarrer par un petit cas clinique, un cas d'une présentation contemporaine, patiente qui d'ailleurs a été adressée pour autre chose qu'un Paget, en l'occurrence dysplasie fibreuse du crâne, et puis vous allez voir que c'est évidemment pas ça. Donc 48 ans, il y avait des céphalées, des vertiges, pas d'antécédents particuliers. À l'examen clinique, une hypertrophie du crâne. Donc évidemment, il a eu une imagerie et on voit sa radiographie simple qui est caricaturale, avec un épaississement de la voûte et puis un aspect un petit peu pommelé, floconneux de la voûte. Et puis en avant, il reste une petite zone d'ostéoporose circonscrite. Bon, l'IRM n'est pas très parlante, ce n'est pas un bon examen pour la pathologie osseuse, mais quoi qu'il en soit, on voit quand même que la voûte est épaissie. Et puis sur son scanner, on voit un aspect très caractéristique là aussi, avec un épaississement de la voûte, une dédifférenciation. Et il avait aussi une atteinte du rocher qui, vous le savez, peut prédisposer au développement d'une surdité. La scintigraphie osseuse, qui montre que c'est une forme polyostatique, puisqu'il y a une atteinte de l'hémibassin gauche, et puis du crâne, qui est très, très actif. Et quand on voit sur une scintigraphie osseuse un crâne comme ça, on est sûr que c'est un Paget, même à la limite, même si on n'a pas vu la radio, on est sûr que c'est un Paget, il n'y a que cette maladie qui fixe de cette manière-là. Alors, la scintigraphie osseuse, elle a un intérêt qui est initial pour faire la cartographie de la maladie, déterminer le nombre, la localisation, le nombre des lésions, leur localisation. Et en général, on n'en refait pas. Et il peut arriver qu'on en refasse une lorsque on a un patient qui a un volume osseux atteint qui est faible et donc qui n'est pas capturé par les marqueurs biochimiques osseux. Et donc, ça peut être intéressant de refaire une scinti quelques années après pour voir si ça s'est éteint après traitement. Donc, radiographie du bassin là aussi typique, avec l'aspect presque pathognomonique de l'hypertrophie osseuse. Là, vous le voyez ici sur la branche ischio-pubienne, qui est hypertrophiée, et puis aussi avec la dédifférenciation cortico-spongieuse, un aspect fibrillaire. Et puis vous retrouvez aussi cet aspect un peu fibrillaire là sur le haut de la iliaque, qui est très caractéristique. Bon, alors il avait des marqueurs osseux très élevés, on pouvait s'y attendre puisque c'est une maladie associée à un remodelage osseux très important. Même le CTX était augmenté. La phosphatase, bien sûr, très fortement augmentée, et puis la phosphatase alcaline osseuse spécifique également très fortement augmentée. Donc, le patient a eu 5 mg d'acide zolédronique, comme d'habitude. Ça a amélioré ses symptômes assez vite, et puis ça a normalisé les marqueurs. Voilà, je crois que là, ce cas clinique résume un peu la situation. Et puis maintenant, on va rentrer dans le détail. Et on va commencer par définir ce qu'est la maladie de Paget. Donc, c'est une maladie osseuse progressive. On entend par là que ça évolue de façon lente, mais déterminée, pendant des années, des décennies, localisée. Donc, ça va toucher un os ou plusieurs. Et c'est caractérisé par une hypertrophie osseuse avec une structure osseuse anormale. Et c'est dû à des anomalies majeures du remodelage osseux, avec augmentation du nombre d'ostéoclastes et de leur activité, de leur morphologie, et puis aussi du nombre d'ostéoblastes, qui, eux, synthétisent une grande quantité d'os tissé. Donc, ce n'est pas un os normal qui va être synthétisé. Donc, voici une vieille étude, mais très caractéristique. Là, vous avez une biopsie osseuse là, sur la gauche, où vous voyez toutes les zones orange, rouge, qui signent
une formation osseuse extrêmement augmentée. D'habitude, ce n'est pas aussi évident que ça. Et puis sur la droite, vous avez un ostéoclaste qui est géant, multinucléé, très multinucléé, qui lui aussi a un phénotype de pagette tout à fait typique. Et si vous comptez le nombre d'ostéoclastes, vous voyez là, par rapport à de l'os non pagétique, le nombre d'ostéoclastes est multiplié par 10. C'est considérable. Et donc, ça fait très longtemps qu'on sait que la maladie de Paget, c'est essentiellement une maladie de l'ostéoclaste. Bon. Maintenant, d'où provient cette maladie de l'ostéoclaste? Il y a beaucoup d'études génétiques qui ont été faites avec des analyses Gene Worldwide Association, et GWAS. Et alors, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'il y a un clustering familial. Il y a souvent plusieurs pagettes dans une famille. Et au Royaume-Uni, qui est le pays où il y a toujours le plus de pagettes, on pouvait retrouver une histoire familiale chez 15% des cas, et au Québec, c'est 50% des cas. Donc, il y a une mutation qui est la plus connue, qui est celle de séquestosome 1, qui est à transmission autosomique dominante, avec une pénétrance de l'ordre de 80-90% à l'âge de 70 ans. Puis il y a plein d'autres mutations, on va voir tout de suite. Donc, sur la gauche, vous avez un schéma qui décrit la différenciation des ostéoclastes, avec un certain nombre de cytokines et de gènes qui sont impliqués. Donc, je vous rappelle que la différenciation des cellules souches d'origine hématopoïétique en monocytes macrophages a absolument besoin du MCSF. Ces monocytes macrophages sous l'influence du rank ligand, qui est absolument indispensable pour former des préostéoclastes et qui vont aussi ensuite se différencier en ostéoclastes, cellules multinucléées, qui va résorber l'os. Et donc là, en rouge, vous voyez un certain nombre de cytokines et gènes qui ont été associées à des mutations elles-mêmes associées à la maladie de Paget, et en particulier celle-ci, la RIN3, où c'est une forme particulière avec un syndrome qui associe une rétinopathie et la maladie de Paget. Alors sur la droite, on va rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'ici vous avez la voie de signalisation pour stimuler l'expression des gènes de l'ostéoclaste. Donc bien sûr, la cytokine indispensable rank ligand, donc il va se lier à son récepteur rank, il va activer la voie de NF-κB. Et en fait, la mutation la plus connue, la plus fréquente, qui est celle de séquestosome 1, se joue ici, là, sur P62. Donc P62 active cette enzyme SILD qui va inhiber TRAF6 et donc inhiber d'une manière générale la voie de NF-κB. Mais lorsque P62 est muté, et il y a pas mal de mutations décrites, eh bien, cette voie inhibitrice est un peu levée et donc la voie de NF-κB est activée. Et puis, donc, vous voyez en orange, là, ce sont d'autres mutations décrites, donc P97, là, qui joue sur IκB, NUP205, Zinfinger, donc ZNF 687. Ça, par exemple, c'est une mutation qui a été pas mal impliquée dans chez des patients italiens en Campanie. Optinorine, PFN1, le gène là, de la leucémie promyélocytaire, et d'autres qui ne sont pas montrés ici. Bon, alors, il y a une théorie génétique qui est bien démontrée. Ceci étant dit, il y a beaucoup de patients qui ont des mutations mais qui ne sont pas malades. Et il y a une notion qui est décrite depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, qui est l'association à certaines affections virales, le virus respiratoire syncytial, le virus de la maladie carrée du chien et surtout le virus de la rougeole, donc measles. Et ici, et donc il y a pas mal d'études là-dessus, relativement convaincantes, même s'il y a des études négatives. Donc ça, c'est le measles virus nucleocapsid qui va intervenir pour augmenter la production d'interleukine 6. Si on passe sur le schéma de droite, en fait, il y a quelques papiers intéressants qui montrent que on peut avoir des ostéoclastes qui n'ont pas le phénotype d'ostéoclaste pagétique, mais qui sont porteurs de mutations de séquestosome 1. Et si on ajoute la nucléocapside du virus de la rougeole, ils vont prendre le phénotype pagétique. Et inversement,
sur des ostéoclastes pagétiques contenant MVNP, si vous neutralisez MVNP, eh bien, ces ostéoclastes vont reprendre un phénotype normal, même s'ils sont porteurs d'une mutation de ces castosome. Donc, on a l'impression qu'il y a deux conditions. Il faut avoir une mutation et puis une infection virale ou peut-être un autre facteur d'environnement. Et ici, on a un schéma qui représente comment ces virus pourraient agir. En augmentant la production d'interleukine 6, ça augmente l'expression de ephrine B2 au niveau ostéoclastique et puis de ephrine 4 au niveau des ostéoblastes. Et donc, ces éphrines sont des facteurs de couplage, hein, ce qui explique que l'augmentation de la résorption osseuse induit une augmentation de formation osseuse, mais avec un os qui est anormal, qui est de l'os tissé, donc il n'y a pas les qualités de résistance aux contraintes mécaniques d'un os normal, hein, il n'est pas trabéculé notamment. Bon, alors on a eu une variation de prévalence de la maladie, on l'a un petit peu évoqué, on a le rôle des infections, donc on voit que l'environnement de manière générale pourrait agir. On sait qu'il y a des études qui montrent que certains polluants ont un rôle, une association avec la prévalence de la maladie de Paget, en particulier les polluants en lien avec les fumées de bois, enfin liées à la combustion du bois. Il y a des jolies études au Québec là-dessus, et en particulier l'exposition au cadmium. Et ça, c'est une étude sur le rôle de l'épigénétique, hein, dans une grosse cohorte de pagétiques, où on a comparé la méthylation de l'ADN, hein, donc ça c'est le Manhattan plot, et on voit qu'il y a un certain nombre de modifications de la méthylation de l'ADN chez des pagétiques par rapport à des non-pagétiques. Et probablement que ça aussi, c'est une façon d'expliquer la modulation de l'expression des gènes mutés responsables du Paget, quoi. Donc si je résume cette physiopathologie, je pense que c'est un modèle d'interaction entre des mutations et puis l'environnement, donc des infections, des polluants, d'autres facteurs qui restent à identifier, qui font qu'on va déclencher ou pas la maladie alors qu'on a la mutation. Et c'est peut-être ces changements d'environnement au fil des dernières décennies qui sont à l'origine de la variation de prévalence. Donc, voici une étude de prévalence. Alors, vous avez, en gros, ce que vous pouvez remarquer, hein, c'est que les zones grises sont les pays où il y a des maladies de Paget. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de maladies de Paget partout dans le monde. Et essentiellement, ce sont la plupart des pays européens, mais pas tellement en Europe du Nord quand même, ni en Europe de l'Est. Et puis, ensuite, dans des pays où il y a eu une émigration d'origine européenne, donc Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, et plus particulièrement dans les pays où les Anglais sont passés, et c'est là que la prévalence est la plus élevée. Donc si vous regardez le rond du milieu, là, vous aviez dans les années 90 une prévalence extrêmement élevée de maladie de Paget chez des sujets de plus de 50 ans, plus de 5%, parfois 7% dans certaines régions, moins en Europe du Sud, pas mal en France. Et puis, dans le petit carré en bas, vous voyez que l'évolution de la prévalence dans les années suivantes montre que ça baisse donc quand même dans beaucoup de pays. Donc, ce qui laisse penser qu'il n'y a pas de raison que toutes ces mutations aient disparu. En revanche, il y a des facteurs d'environnement qui clairement ont favorisé l'expression. Donc, pour résumer quelques chiffres, hein, je dirais que juste dans les années 80, au début des années 90, on avait jusqu'à 8% des hommes, 5% des femmes âgés d'au moins 80 ans au Royaume-Uni qui étaient atteints. Et puis, distribution, donc Europe de l'Ouest, Europe du Sud, Amérique du Nord, et puis quasiment pas en Asie et en Afrique, sauf l'Afrique du Sud, parce qu'il y a effectivement une population d'origine anglaise. Et puis, cette prévalence a diminué, mais aussi la sévérité, c'est-à-dire qu'on avait avant fréquemment des formes polyostatiques graves, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt des formes monostatiques ou simplement avec 2-3 pièces osseuses atteintes depuis 2-3 décennies. Et alors, en France, la dernière étude de prévalence a été faite avec les données de l'étude Koala, donc, qui est une étude en population, hein, où il y a des radios de bassin. Et une façon de dépister le Paget chez des sujets asymptomatiques, c'est de leur faire une radio de bassin. Et là, donc, on a pu arriver au chiffre de 0,1 à 0,2% de prévalence, donc à la fin des années 2000. En France. Et donc, c'est une maladie assez rare, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est une prévalence qu'on peut comparer à celle du lupus. Vous voyez, donc du lupus, on en voit, donc des pagettes, on doit en voir. Association avec l'âge.
Hein, on ne voit pas de pagette avant 40 ans en règle générale, et même c'est rare avant 50 ans. Bon, après, vous voyez qu'il y a une baisse avec l'âge, mais c'est simplement parce qu'il y a un risque compétitif qui est celui du décès. Alors, cliniquement, comment est-ce que ça se présente? Il y a une très longue phase silencieuse, donc parfaitement asymptomatique. Et puis, au fur et à mesure que la maladie se développe, on va avoir le développement d'une douleur osseuse, à bien distinguer de la douleur articulaire, parce que il peut y avoir une arthropathie pagétique qui va donc se manifester un peu comme une arthrose. Hein. Donc douleur osseuse, augmentation de fractures, malgré l'hypertrophie osseuse, des déformations, éventuellement des complications neurologiques, une compression médulaire ou compression pouvant aboutir à une surdité. Et globalement, donc, il y a une altération de qualité de vie qui a été bien établie. Donc là, vous voyez un pagette débutant sur la radio du haut avec ce qu'on appelle le V ostéolytique. Donc c'est le front de développement de la maladie. Ça progresse d'à peu près 1 cm par an. Et puis en dessous, un os très déformé, ostéolytique et cassant. Donc voici une forme du crâne typique. Sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle l'ostéoporose circonscrite, hein, donc avec finalement l'essentiel de la voûte crânienne qui est ostéolysée. Et vous voyez simplement une petite partie normale au sommet. Et puis après quelques années d'évolution, vous voyez qu'il y a une recondensation avec un aspect un peu floconneux. Et à terme, il y aura un fort épaississement de la voûte crânienne et ce crâne sera très condensé et puis hypertrophié. Donc voici un peu l'évolution d'une atteinte du bassin avec une arthropathie déjà présente au départ là, en 1967. Et puis vous voyez que quelques années, enfin 2 décennies plus tard, on a une arthropathie avec un pincement complet, et donc certainement un handicap fonctionnel. Et puis donc vous remarquerez l'hypertrophie de la branche ischio-pubienne, de la branche ilio-pubienne, une dédifférenciation cortico-spongieuse, un aspect très dense. Idem sur un genou. Donc là, vous voyez, ce fémur est très hypertrophié. Hein. Vous voyez que la largeur est majeur, le cortex trabéculaire difficile à distinguer, un aspect fibrillaire comme ceci, et l'évolution vers une arthropathie extrêmement évoluée par la suite. Et alors cliniquement, ça se manifeste par les fameuses déformations en crosse de Berger, des membres inférieurs, et puis on peut observer ça sur n'importe quel os long. Hein. Vous voyez à droite là une déformation de l'humérus qui est tout à fait typique. Le rachis est atteint. Alors, toujours l'hypertrophie, et donc là, vous avez évidemment perçu qu'il y a un risque neurologique de compression médulaire ou compression de queue de cheval. Bon, alors cette vertèbre ici est tassée, mais elle pourrait ne pas l'être, et elle pourrait être complètement condensée, auquel cas on est devant un diagnostic de vertèbre ivoire. Vertèbre ivoire, ça peut être un pagette, mais ça peut être aussi une métastase de prostate, un lymphome, vous voyez. Et donc, le fait qu'il existe une hypertrophie à l'imagerie, ça c'est pathognomonique et ça nous permet d'éviter de faire une biopsie. Donc là, si vous voyez sur la droite, on a une vertèbre dont la hauteur n'a pas tellement diminué, et vous voyez, il y a une hypertrophie dans le sens antéro-postérieur, et si on avait un scanner, on pourrait encore mieux voir. Donc ça, c'est très évocateur de la maladie de Paget. Et en cas de compression médulaire et de signes neurologiques, de déficit des membres inférieurs, quand même, souvent on recommande de faire une perfusion de biphosphonate parce que comme il y a un phénomène de vol vasculaire, en fait, c'est un os qui est très très vascularisé, ça permet souvent de corriger les symptômes sans avoir besoin de neurochirurgie. On la proposera que si ça ne récupère pas sous biphosphonate. Donc l'atteinte crânienne est responsable d'une surdité. Alors il y a un gros débat, hein, vous voyez là il y a un papier du JAMA qui est un peu ancien, où on débat de la responsabilité du Paget ou pas dans la surdité de Beethoven, puisque à l'autopsie, on a trouvé qu'il avait un crâne extrêmement hypertrophié. Bon, quoi qu'il en soit, là, vous voyez crâne de Paget plus moderne, qui est typique, hein, hypertrophié, avec ce front qui bombe. Là, puis vous voyez la dilatation de l'artère temporale, qui bien sûr n'est pas à biopser, mais qui est aussi très évidente parce que cet os est très vascularisé. Une des complications rarissimes et de plus en plus rares, c'est la transformation sarcomateuse. C'est pour ça qu'un os pagétique qui devient douloureux, surtout sur un rythme inflammatoire, nécessite d'être imagé. La scintigraphie osseuse, encore une fois, hein, avec cet aspect du crâne qui est qui est vraiment typique, quasi pathognomonique. Donc là, vous voyez une forme polyostétique très étendue, comme on en voit beaucoup moins. Encore une fois, nécessaire pour la cartographie initiale, et en général, en suivi, on n'en refait pas. De nos jours, on fait beaucoup de PET scan.
On fait beaucoup de PET scans, notamment dans les bilans hospitaliers, quand on ne sait pas trop où on va. Et de temps en temps, on peut tomber sur des pagettes par hasard. Donc ça fixe avec le FDG, mais ça fixe moins que les scintigraphies au technétium 99, hein, vous avez pu le voir. Bien, alors la thérapeutique. En théorie, on a un objectif à court terme qui est de soulager la douleur et d'autres symptômes. Et puis à long terme, c'est de prévenir les complications dues à la progression de la maladie chez les asymptomatiques et les symptomatiques. Mais vous allez voir que ce n'est pas forcément simple de l'évaluer. Donc les biphosphonates sont utilisés depuis très longtemps hein, dans le Paget, depuis les années 70, enfin depuis que ça existe. Quoi. Initialement, c'était le biphosphonate historique, les tidronates, et puis au fur et à mesure qu'on a eu des produits plus puissants, on les a utilisés. Donc là, vous voyez, après une perfusion de pamidronate hein, sur la gauche, vous voyez qu'il y a à 6 mois, il y a déjà une condensation et une disparition du V ostéolytique qu'on voyait là. Puis à droite, pareil, il y avait un beau V ostéolytique et il a disparu. Et on a déjà une condensation importante de la zone ostéolytique. Donc un effet spectaculaire en termes radio qui est connu depuis longtemps. Bon, et donc on a vécu pendant très longtemps sur des guidelines de traitement où on avait des biphosphonates indiqués pour les patients symptomatiques, ceux qui ont une douleur, une déformation, éventuellement une arthropathie, et puis ceux qui doivent être opérés parce que l'os étant très vascularisé, il saigne beaucoup et on pensait qu'il saignerait moins si jamais on donnait des bisphosphonates avant. Et puis pour les patients asymptomatiques qui ont des risques de développer des complications, donc os long, arthropathie, crâne, surdité, rachis, compression médulaire. Et puis bon, la chirurgie, toujours indiquée dans les arthropathies avec donc, pose de prothèse. Donc pendant très longtemps, on a utilisé des biphosphonates oraux ou bien le pamidronate intraveineux. Et puis au début des années 2000, biphosphonates de référence, qui était un des rares à avoir été testé dans un essai randomisé versus placebo, c'était le risedronate. Bon, et donc il y a cet essai versus risedronate de l'acide zolédronique qui montre qu'on a un taux de réponse, là ici basé sur la phosphatase alcaline totale, qui montre qu'on a une bien meilleure réponse avec l'acide zolédronique. On a quasiment 100% de répondeurs au bout de 3 mois, qui a montré la supériorité, ce qui fait que depuis le milieu des années 2000, c'est l'acide zolédronique qui est le bisphosphonates de référence dans le traitement de la maladie de Paget. Là, vous avez un papier sur une cohorte d'une centaine de patients sur la durabilité de cette réponse aux zolédronates. Et en fait, si vous regardez la courbe du haut à gauche, les traits ronds, enfin clairs, vous voyez qu'en fait, on a plus de 85% de patients qui, à 10 ans, sont toujours en rémission et n'ont pas augmenté de façon franche leur P1NP. Et à droite, c'est en tenant compte de la mortalité. Vous voyez, donc en gros, 9 patients sur 10 sont toujours en rémission biologique à 10 ans. Voilà. Donc, ce qui fait que non seulement l'acide zolédronique est le plus efficace, mais en plus ça dure longtemps et souvent on est amené à faire une seule perfusion en fait dans la vie d'un pagétique. Alors le suivi se fait cliniquement et puis avec les marqueurs biochimiques osseux et le plus classique traditionnel c'est évidemment la phosphatase alcaline totale, mais si vous regardez la corrélation des marqueurs plus modernes, vous voyez qu'elle est bonne avec certains. Donc la phosphatase alcaline osseuse, oui, ça tombe sous le sens. Le P1NP qui est un excellent marqueur du Paget. En revanche, l'ostéocalcine est un très mauvais marqueur de formation osseuse dans le Paget, donc il ne faut pas le faire. Le NTX urinaire est aussi très bon marqueur de résorption dans le Paget. Et par contre, le CTX sérique, très mauvais marqueur dans le Paget. Il ne faut pas faire de CTX. Pourquoi? Parce que ce qu'on mesure dans l'ostéoporose avec le CTX, c'est le bêta-CTX. En fait, l'os pagétique osticé, je vous l'ai dit, donc très immature. Et il faut savoir, c'est que le CTX est isomérisé au fur et à mesure que l'os mature. Et donc le bêta-CTX signe en fait un os relativement isomérisé, donc avec beaucoup de composantes bêta. Mais dans un os pagétique, vous avez beaucoup d'alpha. Et donc ici, dans cette étude, on voit que l'alpha-CTX répond au biphosphonate, alors que le bêta ne répond pas au biphosphonate. Donc on ne dose pas le CTX, enfin le bêta-CTX, dans un Paget, pour le suivi d'un Paget. Hein. On va se baser sur la phosphatase alcaline totale. Et puis, si celle-ci n'est pas très augmentée, parce que de nos jours, on a des Paget qui n'ont pas des masses osseuses atteintes très élevées, on va utiliser des marqueurs plus sensibles. Dans ce cas, ça sera le P1NP et puis le NTX urinaire. Donc là, vous voyez que dans cette étude, le crâne isolé, c'est le jaune, l'orange, fait beaucoup monter les marqueurs. En vert, donc
groupe 2, c'est des patients pagétiques qui ont une atteinte non crânienne. Et puis en bleu clair, il y a un ajustement sur la surface, sur la quantité d'os atteint. Et vous voyez que bien sûr, plus l'os est atteint, plus les marqueurs sont élevés. Et donc, voilà, une caractéristique importante, c'est que le crâne produit beaucoup de marqueurs osseux dans le pagette. Bon, alors nous sommes rhumatologues, donc on fait du treat to target, on a l'habitude. Et donc, bien sûr, ça a été testé également dans le pagette, parce qu'en fait, dans les années 90, on disait qu'il fallait absolument normaliser les marqueurs pour préserver l'avenir, limiter le risque d'arthropathie, de surdité, de complications neurologiques, de douleurs, etc. Et comme à l'époque, on avait des biphosphonates oraux qui agissaient relativement peu longtemps, on retraitait, puis on changeait de bisphosphonates, etc. Mais finalement, on n'avait pas démontré que ça allait à long terme réduire le risque de complications, et notamment de fractures ou d'arthropathie. Donc cet essai compare une approche symptomatique à une approche intensive. Et dans l'approche symptomatique, la philosophie, c'est de traiter la douleur, pas la phosphatase alcaline. Alors que dans l'approche intensive, on veut avoir une phosphatase alcaline dans les normes. Bon, alors dans l'approche symptomatique, on traite les patients avec des antalgiques d'abord, des INS, puis si ça ne marche pas, on donne des biphosphonates, et vous voyez que c'est des vieux produits qu'on n'utilise plus du tout, hydronate ou même la calcitonine. Puis si ça ne marche pas, on passe au pamidronate intraveineux, et puis si ça ne marche pas, on passe au risedronate. Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait plus du tout. Et puis dans l'approche intensive, on cherchait à normaliser la phosphatase alcaline avec là aussi cette série de biphosphonates. Bon, et le résultat de cet essai, c'est que l'essai PRISM conduit surtout en Écosse. C'est que l'approche intensive normalise la phosphatase alcaline, ça tombe sous 100. Ce n'est pas le cas de la symptomatique. Par contre, si vous regardez les symptômes, finalement, il n'y a pas de différence entre l'approche intensive et l'approche symptomatique. Enfin, très peu, c'est statistiquement significatif, mais ce n'est pas cliniquement très important. Puis les complications à long terme, on ne les a pas tellement corrigées. Bon, ceci étant, on a utilisé dans cet essai des biphosphonates qu'on n'utilise plus aujourd'hui, pas très puissants, et puis il y a quand même une attrition importante dans cette étude qui fait que l'analyse à la fin du suivi est quand même un peu difficile à faire. Un certain nombre de ces patients de l'essai PRISM ont été re-randomisés à l'issue de l'étude pour recevoir de l'acide zolédronique, et donc c'est l'essai PRISM Easy, puisqu'évidemment, c'est devenu le médicament de référence. Et là, vous voyez que bien sûr, dans l'approche intensive, on normalise la phosphatase alcaline. Dans l'approche symptomatique, pas tout à fait. Et si vous regardez les outcomes à long terme, finalement, il n'y a pas tellement de différence significative entre les deux groupes, et même une relative tendance à avoir un peu plus d'effets indésirables dans le groupe intensif. Mais là, encore une fois, on a pas mal d'attrition dans cet essai. Puis c'est des gens qui avaient une évolution qui était très prolongée. Ils avaient aussi reçu pas mal de biphosphonates pour certains d'autres produits avant. Et puis, ça ne tient pas compte du fait de ce que je vous ai montré, c'est-à-dire la durabilité de l'effet. Et puisque finalement, une seule perfusion d'acide zolédronique suffit pour très très longtemps. Et là, on avait tendance à les retraiter puisqu'on voulait absolument avoir une phosphatase très basse, quoi. Donc, difficile à interpréter là aussi. Je vous recommande de jeter un œil à cet article. C'est une guideline publiée dans le JBMR en 2019 pour ce schéma-là qui est très intéressant parce qu'il résume bien la prise en charge. Donc, au départ, on va avoir des sujets symptomatiques auxquels on va faire une imagerie. On va trouver un os hypertrophié, dédifférencié, éventuellement déformé. On va faire une scintigraphie osseuse pour faire la cartographie. Je rappelle que ce diagnostic est radiologique, on n'a pas besoin de faire de biopsie, c'est tellement évident. On va faire des radios ciblées sur les sites atteints. IRM scanner, ça n'a pas vraiment d'intérêt au plan diagnostic. En revanche, pour les complications éventuelles, oui. Et puis, on va donner un biphosphonate, l'acide zolédronique, pour traiter le patient une fois. En suivant avec la phosphatase alcaline s'il y a un gros volume osseux atteint. Et puis sinon, si le volume osseux est moins important, ce marqueur n'est pas assez sensible. Et dans ce cas, il vaut mieux utiliser les marqueurs modernes, surtout P1NP et NTX urinaire. Vous ne faites pas de bêta-CTX, je vous rappelle. Voilà. Alors après, dans cette guideline, il base beaucoup le raisonnement thérapeutique sur l'essai PRISM et PRISM Easy, qui ont quand même quelques limites méthodologiques que j'ai évoquées, puis qui ne tiennent pas trop compte du fait qu'on n'a plus vraiment besoin de faire du treat to target à notre époque, parce que l'acide zolédronique est tellement efficace qu'en fait, il suffit de faire une perfusion et on est tranquille 10 ans et probablement davantage.
Donc, pour conclure, la maladie de Paget est une maladie de l'ostéoclaste. Pour ce qui est des mutations de ces castosomes 1, c'est autosomique dominant, avec une pénétrance variable, enfin assez élevée quand même chez les sujets âgés. La maladie est de plus en plus rare, mais enfin, il faut quand même rester vigilant sur le diagnostic parce qu'on en voit encore. Une prévalence 0,1-0,2%, ça veut dire qu'un rhumatologue en verra forcément. Le traitement est devenu très simple et très efficace. Donc, raison de plus pour ne pas rater le diagnostic. Donc, une perfusion d'acide zoédronique 5 mg, et en général, on en fait une seule. Et on reste vigilant aussi sur les complications classiques de la maladie, donc les arthropathies. Bon, il peut être utile de poser une prothèse de hanche ou de genou quand on a une forme évoluée. Les complications neurologiques, donc compression médulaire, queue de cheval, la surdité, et puis l'exceptionnelle dégénérescence sarcomateuse. Et on oublie l'insuffisance cardiaque droite à haut débit parce que ça, moi, j'en ai jamais vu. Et les pagettes de nos jours sont plus suffisamment sévères et on sait les soigner. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Roland. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions soit le chat, soit il y a un espace dédié à questions-réponses. Donc, merci beaucoup. J'ai quelques petites questions pour un petit peu chauffer la salle. La première, c'est sur l'atteinte en physiopathe, donc il y a bien le côté génétique et environnemental, et la prédominance de certaines pièces osseuses ou le côté focal, notamment bassin, crâne. Est-ce que c'est les cellules hématopoïétiques? Est-ce qu'il y a des hypothèses, le fait que ce soit situé sur certains os et de manière assez focale comme ça? Oui, c'est ça, oui, c'est plutôt ce squelette axial. Donc, effectivement, l'idée, c'est la question des cellules souches mutées, enfin, voilà, cellules mésenchymateuses qui vont produire des ostéoclastes, quoi. Et donc, zone où le remodelage osseux est le plus intense aussi, quoi. Et sur un fémur, souvent, c'est plus sur un fémur proximal que sur un fémur distal. Encore qu'on peut en voir en fémur distal, hein, mais oui, c'est l'idée. Sur le plan de la stratégie thérapeutique, tu sais que l'outcome qui était souvent pris, c'était les phosphatase alcalines. Et des outcomes long terme, cliniques, arthropathie, sarcome, enfin, j'imagine que ça, on ne peut pas l'avoir parce que la prévalence est trop faible. Non, voilà, tu as vu dans l'essai prisme, ils avaient un peu plus de 100 et quelques patients. L'essai prisme initial, c'était 200 et quelques versus 200 et quelques. Donc, c'est absolument impensable de pouvoir avoir une étude fracture ou une étude arthropathie avec une puissance suffisante, hein. Donc, on peut raisonner sur les marqueurs, on peut raisonner sur la douleur. Voilà. Et après, c'est choses indirectes. Tu vois, quand tu vois l'amélioration des radiographies, finalement à relatif court terme, tu te dis quand même, ça doit avoir un impact mécanique. Bon, on ne peut pas le prouver, hein. Et par contre, il y a des études biopsiques, hein, où il y a eu des biopsies en zone pagétique avant-après biphosphonate qui montrent que l'os tissé disparaît et il est remplacé par un os trabéculé quand même. Donc ça aussi, c'est un argument intéressant pour se dire qu'on doit avoir une amélioration des propriétés mécaniques. Mais bon, on ne démontrera jamais qu'on réduit le risque de fracture en donnant des biphosphonates, quoi. Et donc, la stratégie, c'est une perfusion tous les 10 ans. C'est à peu près ce que tu fais en moyenne ou comment tu réévalues? Parce que si les phosphatases alcalines, c'est peut-être pas le meilleur marqueur pour faire du treat to target, est-ce que tu as une autre manière de réévaluer les patients? Alors, moi, je suis les patients. Bon, on fait tous pareil, on les voit une fois par an, cliniquement. Et puis, je leur donne des marqueurs biochimiques une fois par an, PE, NP et NTX urinaire. C'est les plus sensibles. Parce que, encore une fois, de nos jours, on a quand même souvent des patients qui n'ont pas des masses osseuses atteintes très élevées. Donc, il faut quand même des marqueurs sensibles. Donc, ils sont effondrés après leur perf de Zol et c'est exceptionnel d'avoir à en faire une deuxième, en fait. Donc, voilà, on suit les gens comme ça. Il m'arrive d'espacer le suivi à tous les 2 ans quand j'ai des gens, je sais, qui reviendront, qui sont assez fiables. Voilà, donc c'est relativement simple. Je pense qu'il faut quand même continuer à les suivre parce que, bon, et on sait, enfin, surtout chez des sujets qui ont une atteinte crânienne et rachidienne, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, s'il y a beaucoup de gens qui se négligent un petit peu, donc même s'ils ont une douleur osseuse, ils ne vont pas forcément consulter tout de suite. Donc, il faut quand même rester vigilant sur le risque de sarcome, hein, même s'il est exceptionnel, il ne faut pas le laisser passer, quoi. On a une question sur les risques chirurgicaux de toucher à un os pagétique avec
signalé qu'il était hypervascularisé. Est-ce qu'il y a des risques de saignement? Est-ce qu'il faut faire des biphosphonates avant la chirurgie? Alors, ouais, l'attitude classique, c'est ça, c'est de faire des biphosphonates 3 mois avant la chirurgie pour réduire la vascularisation. Honnêtement, il n'y a pas d'études qui montrent ça en fait. Alors, on continue à le faire, mais il y a zéro évidence pour ça. Alors après, les prothèses tiennent très bien dans un os spagétique. Bon, après, il faut des prothèses sur mesure. Et puis, pour le coup, là, il faut confier ça à un orthopédiste qui a sinon l'habitude d'opérer des pagétiques, en tout cas qui a l'habitude de faire de la chirurgie complexe, éventuellement du tumoral, ou qui a l'habitude de prothéser des os de texture anormale, hein, des maladies rares éventuellement, quoi. Donc, pas forcément chez l'orthopédiste du coin, parce qu'on peut avoir des mauvais résultats, quoi. Question sur les indications de traitement. Est-ce que tu traites les pagettes asymptomatiques? Ben, c'est la localisation qui va primer, quoi. Un crâne, un rachis, oui. Des os où il y a un risque d'arthropathie, oui. Encore une fois, sans avoir démontré qu'on va réduire les risques à long terme au plan neuro ou d'arthropathie, hein, mais bon, c'est du bon sens. Et puis dans la mesure où on a quand même un traitement finalement généralement unique, bien toléré, facile, pas cher. Bon. Très bien. Peut-être dernière question sur l'imagerie, parce qu'on a quand même vu que c'est de plus en plus rare, on se pose de plus en plus de questions peut-être sur les imageries. On a peut-être des formes un peu débutantes, monostotiques, un peu atypiques. Donc, on se pose parfois des questions, on n'est pas tous d'accord parce que tu n'as pas forcément l'hypertrophie, il manque certains des critères. Quelle est pour toi l'imagerie qui fait un petit peu référence pour affirmer ou infirmer un Paget? J'avais entendu de l'IRM et la présence de gras à l'intérieur de la lésion, alors qui est plutôt bénin, mais quand même qui est assez présent dans le Paget. Qu'est-ce qui, toi, emporte ta conviction sur un Paget en type d'imagerie, en disant je veux trancher, je fais cette imagerie? C'est souvent le scanner. Sur les dernières années, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir recours à l'IRM justement pour cette histoire de transformation graisseuse. Mais quand même, c'est le scanner, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que sur les nouveaux pagettes que j'ai vus ces dernières années, j'en ai au moins 2 adressés à la consultation dysplasie fibreuse et avec ce diagnostic-là sur le compte-rendu du radiologue. Et puis, alors que ça ne ressemblait pas du tout. Et puis aussi des pagettes loupées, quoi, c'est-à-dire avec une belle ostéoporose circonscrite sur le crâne, et puis on ne s'est même pas mentionné sur le compte-rendu, quoi. Donc c'est dans la mesure où les gens en voient de moins en moins, ouais, il y a des diagnostics qui passent à l'as, je pense. Très bien, ok, super, merci beaucoup. Je vais, Avec juste avant plaisir. qu'on se quitte, lancer le sondage pour avoir un petit peu le retour des participants. Et puis, bah, écoute, on se retrouve, nous, en tout cas, pour des nouveaux topos tous les mercredis. Et je te remercie beaucoup, Roland. Et puis, à bientôt, j'espère. Un plaisir. Bonne journée. Merci.